Bienvenue sur le plateau du JFFD. Dans ce quatrième et dernier numéro de l'année, il y en a pour tous les goûts. Nous avons décidé de vous donner quelques trucs et astuces pour réussir vos examens. Ainsi, pour la rubrique juridique, nous parlerons de droit pénal avec le débat sur la libération conditionnelle et la loi Saldus. Nous enchaînerons ensuite avec du droit constitutionnel avec l'exemple de la région de Bruxelles-Capitale pour la rubrique politique. Après quoi, nous verrons une question typique au cours de droit des obligations. Et enfin, vous en avez l'habitude désormais, il sera question de l'actualité de notre faculté, notamment de l'ouverture d'une salle facultaire par le bureau étudiant et d'une mystérieuse campagne d'affichage sur tous les murs du bâtiment H. La rubrique juridique sera aujourd'hui entièrement consacrée au droit pénal. Lila et Ramona reviennent sur la délicate question de la libération conditionnelle, question qui s'est notamment posée dans le cadre de l'affaire Michel Martin. Par ailleurs, il sera question de l'annulation partielle de la fameuse loi Saldus par la Cour constitutionnelle et des conséquences qui en ont découlé. Bonjour chers téléspectateurs, nous allons aujourd'hui aborder avec vous la nouvelle loi sur la libération conditionnelle des auteurs d'infractions graves ainsi que l'annulation partielle de la loi Saldus par la Cour constitutionnelle. Vous vous souvenez tous de l'émoi qui a suscité la libération conditionnelle de Michel Martin et vous avez certainement entendu parler de la comparution de Marc Dutroux devant le tribunal d'application des peines. Et vraisemblablement, afin d'éviter que d'autres criminels comme Marc Dutroux ne puissent bénéficier de la loi du 17 mai 2006, maintenant ancienne, qui elle permettait à un détenu d'introduire une demande de libération conditionnelle après avoir purgé le tiers de sa peine, le gouvernement a décidé de faire adopter la loi du 17 mars 2013, durcissant la libération conditionnelle pour les auteurs d'infractions graves. En effet, alors que l'ancien système demeure le même pour les condamnations à une durée inférieure à 30 ans de prison, des modifications ont été introduites pour les condamnés à 30 ans de réclusion ou à perpétuité et en cas de récidive. Le législateur a cependant précisé pour la récidive que seuls l'homicide, l'empoisonnement, le trafic d'êtres humains, la piraterie et le détournement d'avions seront pris en ligne de compte. Outre les modifications de délai, la loi prévoit 3 autres changements. Dorénavant, il faut une demande expresse de la personne condamnée, alors qu'auparavant, ce dossier était directement transmis au tribunal d'application des peines dès qu'il remplissait certaines conditions. Notons cependant que les directeurs de prison est tenu d'informer la personne condamnée de la possibilité d'une telle demande 6 mois à l'avance. Le processus décisionnel du tribunal d'application des peines a également été rendu plus strict. En effet, depuis cette modification, 3 juges et 2 assesseurs, un spécialisé en réinsertion sociale et l'autre en matière pénitentiaire, devront se prononcer à l'unanimité contre un juge et 2 assesseurs anciennement qui devaient prendre la décision à la majorité simple. Et enfin, un pouvoir d'injonction a été reconnu au ministre de la Justice qui peut demander au ministère public de se pourvoir en cassation d'une décision du tribunal d'application des peines. Mais voyons comment cette loi s'applique dans le temps. Concrètement, cela signifie que quelqu'un qui sera condamné à 30 ans de prison sans récidive, il ne pourra demander sa libération conditionnelle qu'après avoir purgé 15 ans de sa peine, alors qu'auparavant il aurait pu le faire après 10 ans. En cas d'une condamnation à 30 ans d'emprisonnement ou perpétuité, alors qu'il avait déjà été condamné à une peine correctionnelle d'au moins 3 ans, il ne pourra faire une demande de libération qu'après 19 ans au lieu de 10. Et enfin, en cas de condamnation à 30 ans de réclusion ou à perpétuité, alors qu'il avait été condamné auparavant à une peine criminelle d'au moins 5 ans d'emprisonnement, il devra maintenant purger 23 ans de sa peine avant d'envisager une demande de libération conditionnelle contre 16 ans antérieurement. Et de nombreux acteurs du monde judiciaire se sont opposés face à cette nouvelle législation, notamment parce qu'elle a été prise dans la précipitation due au mécontentement de la population. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Moi personnellement, je trouve cette mesure assez prise dans la précipitation et pas du tout opportune parce que ça devient trop répressif. 10 ans, c'est déjà une durée assez longue et 15 ans, je vois pas vraiment l'effet concret que ça pourrait donner. Je trouve que la mesure elle est inadéquate parce qu'elle apporte vraiment pas grand-chose. Enfin, c'est juste une mesure d'opportunité en fonction de ce qui se passe dans l'actualité. Donc, je pense que c'est une mauvaise mesure. Je trouve que la décision du gouvernement est, à mon avis, pleinement justifiée. Oui, je trouve que c'est une mesure qui me semble assez intéressante puisqu'elle permet sans doute de garder les criminels un peu dangereux plus longtemps en prison. Peut-être qu'il faudrait les laisser jusqu'au bout puisque c'est ce qu'on a décidé. Et restons en droit pénal avec une autre nouvelle qui bouleversera également ce domaine juridique.
La loi dite Saldus, qui vient seulement d'être introduite en droit belge le 13 août 2012 suite à l'arrêt Saldus de la Cour européenne des droits de l'homme, vient d'être en partie annulée par notre Cour constitutionnelle. Celle-ci visait à permettre à tout suspect interrogé d'avoir une consultation préalable avec un avocat et d'assurer la présence d'un avocat lors d'un interrogatoire s'il était privé de liberté. Monsieur Guénez va nous parler des 3 points que la Cour constitutionnelle a abordés dans son arrêt. Alors, elle a donc été publiée le 19 mars 2013 et elle est donc d'application depuis ce jour-là par une disposition spéciale du législateur. Elle ne s'applique par contre pas aux personnes qui ont déjà été condamnées avant l'entrée en vigueur de cette loi. Donc, concrètement, par exemple, ça ne s'applique pas au cas de Marc Dutroux. La loi Saldus, en ce qu'elle prévoyait que la sanction était limitée, c'était une sanction limitée. Elle ne pouvait pas avoir donc une audition qui était réalisée en violation de la loi, donc sans assistance d'un avocat alors que c'était prévu par la loi, ou sans concertation préalable d'un avocat alors que c'était prévu par la loi. Dans ce cas-là, l'audition de cette personne pouvait être réutilisée, mais elle avait moins de valeur probante. La Cour constitutionnelle a dit non, elle n'a aucune valeur probante. Et la Cour constitutionnelle de dire, le policier qui procède à l'audition, ou le juge, doit dire à la personne, vous êtes libre, vous pouvez sortir quand vous voulez de la pièce dans laquelle vous êtes actuellement, vous n'êtes pas privé de votre liberté. Ce qui signifie que si jamais le policier dit à ce moment-là, vous êtes libre d'aller et venir, et du coup vous vous dites, ah ben chouette, alors moi je me lève et je m'en vais, il faudra que le policier prenne la mesure qui consiste à priver la personne de liberté, auquel cas cette personne aura le droit notamment à l'assistance d'un avocat. Et troisième modification importante, il s'agit simplement d'une exception qui était faite, c'est-à-dire que le législateur avait prévu que toutes les affaires de roulage étaient exclues de cette situation lorsqu'il n'y avait pas de privation de liberté. Et le législateur a dit, ça ne va pas, ce critère est disproportionné. S'il s'agit de fait par exemple, d'homicide involontaire, il faut qu'il puisse y avoir un accès à un avocat préalable. La loi du 14 janvier 2013 modifiant l'article 405 quater du Code pénal ainsi que l'article 2 de la loi sur les circonstances atténuantes est entrée en vigueur ce 10 février 2013. Elle prévoit une aggravation de la peine pour les actes haineux commis envers les transsexuels et les homosexuels ainsi qu'une circonstance aggravante pour les coups et blessures et homicides volontaires conduits par ce même mobile. La vente à perte vient d'être autorisée par la Cour de justice de l'Union européenne car son interdiction était contraire à la législation européenne et plus particulièrement à la directive sur la concurrence déloyale. La Cour constitutionnelle a avalisé la loi interdisant le voile intégral en public. Le comité parlementaire doit se charger de supprimer les lois inutiles ou obsolètes. À ce titre, les citoyens sont invités à les signaler à cette adresse internet qui sera accessible à partir de la fin avril. Nous vous remercions pour votre écoute et vous souhaitons un bon blocus. Samuel, Gökhan et Yannick reviennent pour vous sur le régime des incompatibilités et plus largement sur l'autonomie constitutive attachée à la composition d'un gouvernement. Ils vous présenteront en outre le système de répartition des compétences au travers de l'exemple bruxellois. Dans cette édition du FFD, nous traiterons à travers l'exemple de la région de Bruxelles-Capitale de plusieurs thèmes importants de la matière. L'autonomie constitutive, la composition d'un gouvernement et les régimes d'incompatibilité, et les compétences. Pourquoi cette région en particulier? C'est essentiel car Bruxelles obtiendra justement cette autonomie constitutive avec la 6e réforme de l'État. Samuel et Yannick ont rencontré un ancien étudiant de notre faculté, Yves Goldstein, aujourd'hui directeur de cabinet de Charles Piquet, ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale, qui a répondu à leurs questions. Mais qu'est-ce qui change? Entre autres choses, il est prévu dans la réforme Papillon que Bruxelles acquérera l'autonomie constitutive. Mais qu'est-ce que l'autonomie constitutive? L'article 39 de la Constitution énonce que la loi attribue aux organes régionaux qu'elle crée et qui sont composés de mandataires élus la compétence de régler les matières qu'elle détermine. L'autonomie constitutive, c'est un peu un symbole. C'est pouvoir dire que la région bruxelloise, et c'est fondamental les symboles en politique, mais ça veut dire que la région bruxelloise sera au même niveau que les deux autres régions. En deux mots, l'autonomie constitutive implique que les entités fédérées peuvent adopter elles-mêmes des règles concernant certains aspects de leurs organisations qui sont actuellement réglés par la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle. Actuellement, les articles 118 et 123 de la Constitution accordent cette autonomie à la communauté française, la communauté flamande et à la région wallonne. Les matières concernées par l'autonomie constitutive portent pour l'essentiel sur la composition des parlements des entités fédérées concernées, le fonctionnement du Parlement, la composition du gouvernement des entités fédérées,
les droits et obligations du gouvernement à l'égard du Parlement, les règles du fonctionnement du gouvernement ou encore l'introduction d'incompatibilités supplémentaires. Justement, qu'en est-il actuellement à Bruxelles? Nous avons demandé à M. Goldstein comment se compose le gouvernement régional et en quoi consiste le rôle de ministre-président. Le ministre-président de la région bruxelloise, et c'est vrai pour les autres ministres-présidents des autres entités fédérées du pays, est un peu le premier ministre de son gouvernement, donc il le dirige. Il se fait que dans l'ordre constitutionnel belge, le nombre de ministres au niveau tant du fédéral que des entités fédérées sont limités. Donc en région bruxelloise, il y a 5 ministres, 2 francophones, 2 néerlandophones et un ministre-président. Et des secrétaires d'État peuvent être adjoints à ces 5 ministres. Et donc l'objectif premier du ministre-président, c'est de faire vivre ce gouvernement, de lui donner les impulsions, de permettre de faire en sorte que les décisions soient prises et que des actions soient menées. Mais aussi, puisque le nombre de ministres est limité, le ministre-président bruxellois, Charles Piquet, a aussi des compétences fonctionnelles. C'est-à-dire que, vu toutes les compétences de la région et qu'il n'y a que 5 ministres, il a en charge aussi des compétences, en l'espèce l'aménagement du territoire, le patrimoine, l'image de Bruxelles, la tutelle sur les communes, plus des compétences dans des volets qui ne sont pas régionaux, parce que Bruxelles est complexe et j'imagine qu'on y reviendra, puisqu'il y a aussi des commissions communautaires, francophones, néerlandophones et communes. Et là, il est aussi présent dans ces exécutifs-là des commissions communautaires. Comme partout, il existe un régime d'incompatibilité. Les règles classiques d'incompatibilité, en ce qui concerne la région bruxelloise, on le sait, les ministres ne peuvent être que ministres, donc ça, il n'y a pas de difficulté particulière. Quand ils sont bourgmestres empêchés. C'est le cas de Charles Piquet, par exemple, qui est bourgmestre depuis très longtemps de Saint-Gilles, mais qui n'exerce pas la fonction de bourgmestre puisqu'il ne peut pas l'être en même temps qu'il est ministre. Les ministres, évidemment, ne peuvent pas être membres d'un autre pouvoir comme le pouvoir législatif, donc ils ne peuvent pas être députés, évidemment, en même temps. Ça, c'est la même chose à tous les niveaux de pouvoir dans notre pays et dans tous les systèmes constitutionnels qui prévoient la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Et pour le reste, il y a une série d'ordonnances qui prévoient les incompatibilités, mais qui sont les mêmes qui existent pour les ministres fédéraux et pour les ministres des autres régions. Il existe plusieurs cas d'incompatibilité. En résumé, il est interdit d'être sénateur et député, membre d'une assemblée fédérale et fédérée, membre de plusieurs parlements communautaires ou régionaux. Notons qu'il est également interdit d'être ministre et parlementaire. Les assemblées régionales sont compétentes dans divers domaines. La région, et c'est la même chose pour la région flamande et la région wallonne, même si c'est vrai qu'à Bruxelles, les choses sont parfois un peu plus complexes, vu là justement la présence des commissions communautaires. Les régions en général et la région bruxelloise en particulier sont compétentes sur quasiment énormément de matières socio-économiques et d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de propreté, de patrimoine, et donc tout ce qui concerne en quelque sorte la dimension de la vie socio-économique de l'entité géographique qu'est la région bruxelloise. De manière générale, les communautés sont compétentes pour les matières dites personnalisables, telles que la culture et l'enseignement, tandis qu'au fédéral, il s'agit de compétences résiduelles, donc celles qui n'ont pas été attribuées par la Constitution, comme la défense, la justice ou encore l'immigration. Outre l'autonomie constitutive, la réforme apportera un refinancement de la région de Bruxelles-Capitale à hauteur de 20% du budget actuel, ce qui n'est pas négligeable. Mes collègues, Samuel, Yannick et moi-même, vous remercions pour votre fidélité et vous souhaitons un bon courage pour la session. Sachez que nous avons pris beaucoup de plaisir à vous informer tout au long de cette saison. Et comme dirait Marc Tendal, rendez-vous l'année prochaine avec une nouvelle équipe. Aux étudiants de BA2 qui devront passer l'examen de droit des obligations et à tous ceux qui voudraient se rafraîchir la mémoire, nous avons à vous présenter un invité de marque, qui est venu tout spécialement pour vous synthétiser la théorie de la cause. Il s'agit de notre ami Nicolas. Le Code civil impose 4 éléments essentiels à la formation de toute convention, de tout contrat. Un objet, une cause, un consentement et la capacité des parties qui s'engagent. En réalité, c'est surtout l'objet et la cause, et plus particulièrement encore la cause, qui ont suscité, et qui a suscité, la cause, le plus d'interrogations et le plus de discussions. Parce qu'on n'a jamais vu très bien ce que c'était que cette obligation d'avoir dans chaque contrat une cause à l'engagement. Si on prend un contrat instantané, synalagmatique, comme l'est le contrat de vente, où une partie s'engage à livrer l'objet qui fait la chose qui fait l'objet de la vente à une autre qui s'engage en retour à payer le prix. Contrat synalagmatique, il y a des obligations dans le chef des deux parties. On requiert dans le chef de celui qui achète, comme dans le chef de celui qui vend, une cause à son engagement.
Et la doctrine, dans le cadre des contrats synalagmatiques, a dégagé l'exigence de deux causes en réalité. Une cause qui est dite objective et une cause qui est dite subjective. La cause objective, c'est assez facile. C'est quelle est la raison économique de l'engagement. Je m'engage à vous livrer une chose, pourquoi? Tout simplement parce que je m'engage à livrer cette chose, parce que je veux recevoir le prix. Et vous vous engagez à payer le prix, quand vous êtes acheteur, parce que vous voulez recevoir la jouissance, et la pleine propriété d'ailleurs, de la chose que l'on vous livre. En réalité, la cause objective n'est rien d'autre que l'objet dans le chef de l'autre partie. L'acheteur a pour objet, à son obligation, de payer le prix, et le vendeur de livrer la chose, et la cause du vendeur est celle de recevoir le paiement du prix, et celle de l'acheteur de recevoir la chose. La cause est donc assez simple sur ce plan. C'est la raison économique de l'engagement, la contre-prestation, et donc finalement, c'est un chiasme pur et simple avec l'objet. La chose est un peu plus compliquée lorsqu'on s'intéresse à la cause subjective. La plupart du temps, la cause subjective correspondra à la cause objective. C'est-à-dire que vous vous engagez pour aucune autre raison pour recevoir la chose, et vous vous engagez en tant que vendeur pour aucune autre raison que d'être payé. Parfois, cependant, on a remarqué qu'il y avait ce qu'on appelle un mobile déterminant subjectif. C'est la définition de la cause subjective. C'est-à-dire, en réalité, une envie particulière, une raison autre que la simple contre-prestation économique pour laquelle vous allez obtenir, en tant qu'acheteur, la chose et en tant que vendeur, le prix. L'exemple qui est classiquement donné dans les cours de droit des obligations, c'est celle du professeur qui, nommé à Aix-en-Provence, achète une maison sur la Riviera. Il achète une maison pour avoir la maison, mais aussi parce qu'il est nommé. Et qu'en est-il alors si, par la suite, sa nomination est purement et simplement annulée, avec effet rétroactif, ou s'il n'est pas reconduit? Et classiquement, on dit, mais il ne se passe rien. Parce que tout simplement, la vente est un contrat instantané, les éléments essentiels généraux à la vente étaient réunis au jour où l'échange des consentements s'est échangé. La vente est un contrat consensuel d'ailleurs, c'est-à-dire que la livraison du bien n'est en rien déterminant. C'est-à-dire qu'il faut simplement que le vendeur et l'acheteur s'accordent sur ces éléments essentiels. À partir de ce moment-là, la propriété est transférée inter partes solo consensu. Alors, on s'est posé la question, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe donc si il perd cet engagement avec Aix-en-Provence? Rien du tout. Rien du tout, parce que tout simplement, objectivement, on peut même objectiver la chose. Il n'y a aucune raison de remettre en cause l'engagement, puisque tous les éléments étaient réunis. Qu'en est-il alors maintenant si la chose venait à périr par le feu, par exemple, avant la livraison? Là aussi, vous me direz, mais ma cause, c'était d'obtenir la maison, ma cause subjective. Non, votre cause objective était d'obtenir la maison. C'est-à-dire, en réalité, l'objet de l'autre. Et si l'on simplifie, qu'est-ce qui a disparu? L'objet. En d'autres termes, dès que la cause s'identifie à l'objet, on peut avoir une situation qu'on appelle la caducité, c'est-à-dire une disparition d'une convention par le fait de la disparition d'un de ses éléments essentiels. Postérieurement à sa formation, l'objet disparaît avant qu'il est livré. On peut tout à fait imaginer que la convention soit caduque. Et le fait qu'il s'agisse de la cause dans le chef de l'autre partie n'y change rien, puisque c'est l'objet qui détermine. Maintenant, que se passe-t-il si vous me dites « je n'ai plus envie d'exécuter une donation » après la convention de donation, qui est un contrat? Eh bien, on pourrait se dire « rien du tout, je n'ai plus envie d'exécuter une donation, c'est votre cause subjective, il ne change rien ». Pourtant, la Cour de cassation, dans deux arrêts, un arrêt de 1989 et un arrêt de 2000, a laissé entendre que la disparition postérieurement à la conclusion d'une donation ou postérieurement à un testament de ces mobiles essentiels, de ces mobiles déterminants subjectifs, de l'envie de faire plaisir, parce que vous croyez légitimement que la personne vous aimait, ou parce que vous croyez légitimement qu'elle vous rendrait quelque chose, etc., eh bien, la disparition de ces mobiles a pu être jugée comme entraînant la caducité, la disparition, postérieurement à sa formation, de la donation ou du testament. Alors, sans entrer dans les détails et sans relativiser la pertinence de ces deux arrêts qui étaient éminemment discutables et qui ont été éminemment discutés, certains ont relativisé en disant qu'il ne serait s'agir, en tout cas dans l'arrêt de 2000, que d'une forme de condition résolutoire sous-entendue. D'autres ont dit qu'en réalité la Cour n'avait jamais voulu en faire un principe général. Bref, sans entrer dans les détails, on notera qu'en 2008, dans un arrêt de décembre 2008, la Cour de cassation a semblé revenir sur cette position, puisqu'elle a dit, dans cet arrêt, que la disparition ultérieure de la cause, il s'agissait en l'espèce d'un amoureux éconduit qui avait consenti un certain nombre de donations à sa chérie, et qui finalement l'avait envoyé sur les roses,
était sans incidence sur la validité de l'acte. Et sans incidence sur la validité de l'acte, certains se sont dit, ben voilà, la Cour a remis en cause la théorie de la caducité par disparition de la cause qui avait, à un moment donné, prévalu et qui finalement ne valait plus rien, logiquement, conformément au principe que j'ai énuméré tout à l'heure. En réalité, cet arrêt, lui aussi, est discutable, pour un certain nombre de raisons, notamment par les termes qu'il emploie. Rien ne démontre que la Cour parle de caducité, d'ailleurs elle n'en parle pas, elle parle de validité. Et puis ensuite, parce que je pense que ce qui est important, c'est la question de savoir en matière de caducité, et donc finalement en matière de cause subjective, lorsqu'on se pose la question de l'impact de la disparition de la cause subjective sur la validité d'une convention. La question qui se pose véritablement, c'est de savoir si les prestations sont encore à exécuter ou non. Dans le contrat de vente, c'est simple. C'était l'exemple de tout à l'heure. Le contrat, il est instantané. La disparition ultérieure de votre motif parce que vous avez été nommé à Aix-en-Provence, mais le vendeur s'en fiche. Il est aux îles Caïmans en train de placer l'argent qu'il a reçu. Il n'y a aucune raison qui se pose la question de savoir s'il pourrait rendre l'argent. Le contrat est exécuté entièrement. Dans les deux exemples de 89 et de 2000, c'était un petit peu différent, en particulier parce qu'il s'agissait de donations sous la forme d'un usufruit. Et sans entrer à nouveau dans les détails des controverses, quand vous avez un usufruit, vous avez, de part et d'autre, des obligations ou des charges, si vous préférez, qui doivent être exécutées sur le long terme. La disparition du mobile remettait en cause, donc, pour l'avenir, la caducité opère en règle sans effet rétroactif, pour l'avenir, la suite des prestations à exécuter. Il était donc normal que l'on ne s'engage pas à vie à exécuter quelque charge que ce soit, dès lors que l'on n'avait plus envie de le faire et qu'en outre le contrat était exécuté à titre gratuit. Voilà donc, je pense, la clé, l'impossibilité d'exécution. Et c'est là qu'il nous revient à la cause. La cause subjective, c'est le mobile déterminant subjectif. Et son impact sur la convention ne sera déterminant que dans la mesure où celle-ci demeure ou non possible d'exécuter. Point de caducité en contrat instantané par disparition de la cause, donc, mais éventuellement une caducité, une disparition possible de l'élément essentiel qui a un impact sur la convention, dans la mesure où c'est un contrat à prestations successives, comme un bail, comme un usufruit, enfin en tout cas comme un contrat de donation sous forme d'un usufruit, comme d'autres conventions, où l'on remarque que pour l'avenir, il n'y a aucune raison, puisque c'est ça la cause, de poursuivre. Et on remarque ça également dans la rétroactivité, on le verra, et vous le verrez quand vous aborderez la question de la résolution. Pourquoi la résolution? C'est-à-dire la réalisation d'une condition résolutoire qui entraîne la disparition rétroactive en règle d'une convention n'opère pas de manière rétroactive lorsque le contrat est à prestation successive. Mais pas parce qu'il est impossible de rendre quoi que ce soit, simplement parce qu'on ne remettra pas en cause ce qui a été presté pour le passé à la satisfaction commune des parties. Satisfaction commune, impossibilité, voyez les maîtres mots finalement de la cause. Terminons sur une note légère par un bref retour sur les derniers événements marquants de la faculté. Justine et Elisabeth reviennent pour vous sur l'inauguration de la nouvelle salle facultaire du bureau étudiant, le concours d'éloquence Elsa et la polémique soulevée par des ordres facultaires. Bonjour à tous, pour ce 4e et dernier épisode du JFFD, l'équipe vous propose encore de nombreuses surprises. Tout d'abord, et pour ceux qui n'y étaient pas, des images de l'inauguration de la nouvelle salle facultaire en présence de la doyenne. Et le bureau étudiant avait mis les petits plats dans l'écran en prévoyant petits fours et champagne pour les étudiants venus en masse. Et la Nespresso Room est désormais ouverte. Ensuite, le concours d'éloquence et de plaidoirie organisé par Elsa. Cette année, Elsa organisait son concours sur le campus de l'ULB, contrairement aux années précédentes qui proposaient des lieux plus prestigieux. On pouvait donc s'attendre à un léger échec de la part d'Elsa. Toutefois, les étudiants sont venus en grand nombre et la bonne ambiance était au rendez-vous, malgré certaines longueurs sur la fin. Pour ceux qui n'y étaient pas, voici quelques images. Cette première affaire, elle est un cauchemar qui a collé au stade pour cette librairie. Le commandant de Mathilde Clave arrête Dreyfus, le père secret. Il couche Madame Dreyfus, la terrorise, lui dit que si elle parle, son mari est perdu. Il se trouvait que justement, à 4h sur France 2, commençait la série Boston Justice.
j'ai avalé 53 400 minutes d'avocats véreux s'adressant à un jury corrompu. L'édictif privé enquêtant sur la vie sentimentale d'un autre détective privé. Le témoin surprise qui, claquant la porte de la salle d'audience, crie « On arrête tout, ce procès est une mascarade ». Comment dès lors s'étonner qu'à la traditionnelle question « Que veux-tu faire plus tard ?» instinctivement je répondis « Le droit ». À 16 ans, il a tendance à être impensable. Je vous laisse dès lors imaginer le destin qui aurait été le mien si la série Dexter était sortie 10 ans plus tard. Mais ne répondons pas. Ce dossier n'est ni un cas isolé, ni le fruit de l'inexpérience d'un jeune juge pro à distance. Ce dossier témoigne de l'évolution de la relation adulte-enfant dans une société qui se cherche de nouveaux repères. Comme dans toutes les communautés, le monde des hackers contient des bons, des mauvais et ceux qui sont entre les deux. Cependant, cette distinction ne servira à rien aujourd'hui, parce que le législateur a délibérément choisi de tous les mettre dans un même sac pour les persécuter. Ce genre de raisonnement est dangereux, parce qu'il favorise l'émergence d'une criminalisation large et excessive des internautes. La défense va s'acharner à essayer de vous faire croire qu'il s'agit d'un délit de grossesse. Or, vous verrez que toutes les preuves ne vont pas du tout dans ce sens-là, et que derrière ce visage angélique se cache un monstre. Je ne suis pas ici pour vous raconter une fable, je laisse ce soin à la défense. Je suis ici pour vous démontrer, sur base du rapport du médecin légiste, de vous prouver que Marie Dubois a bien tué son enfant. Est supposé aimer ma cliente, la soutenir, et au lieu de ça, il l'enfonce. Il enfonce le couteau dans la plaie, il la traîne devant les tribunaux, il l'accuse d'un meurtre qu'elle n'a pas sciemment et volontairement commis. Finalement, l'équipe du GFFD vous propose un reportage sur l'affaire des ordres facultaires. Souvenez-vous, il y a de cela quelques semaines, le bâtiment H présentait une décoration pour le mois inhabituelle, des affiches placardées qui faisaient état du ras-le-bol étudiant généralisé sur le fonctionnement de la faculté. Parallèlement au travail des nouvelles qui nous propose un entretien avec la doyenne, nous avons rencontré la délégation étudiante pour nous faire état de la situation actuelle et des éventuelles conséquences que cela aurait. Oui, alors on n'a pas été directement contacté par les membres des ordres facultaires. On a plutôt assisté à la naissance du mouvement, comme tout le monde, sur Facebook via les groupes d'années. Et aussi, on a été informé via la doyenne directement, qui nous a envoyé un email avec des photos des affiches placardées partout dans la hache, en nous demandant quelle était la position de la délégation étudiante face à cela. On s'est dit au sein de la délégation qu'il y avait sans doute un problème de communication vis-à-vis des étudiants, parce que certains points qui étaient dénoncés par les ordres facultaires étaient déjà, en fait, et parfois de longue date, traités par la délégation étudiante, comme en particulier les horaires d'examen, parce que ça fait déjà de nombreuses années qu'on dénonce le fait qu'ils sortent très tardivement. Et depuis l'année passée, on a pu obtenir au conseil d'administration de l'université que soit réformée pour l'ensemble de l'université la procédure d'élaboration des horaires des examens. Et donc, à partir de l'année prochaine, seront disponibles les horaires tant des examens écrits que des examens oraux dès le début de l'année, en fait, vers le mois d'octobre. Par contre, ce sur quoi des ordres facultaires a sans doute vraiment permis d'avancer, c'est l'organisation administrative elle-même de la faculté, parce qu'on dénonçait depuis un certain temps le ras-le-bol étudiant face à une certaine organisation de la faculté. Et là, il y a vraiment eu un mouvement clair qui était exprimé et qu'on a pu rapporter auprès de la faculté et des autorités. Mais on n'a pas voulu se contenter de cet affichage pour aller au conseil facultaire et dire aux professeurs qu'il y avait un vrai ras-le-bol, mais on voulait prendre des avis de manière plus générale au sein de l'ensemble de la faculté. Et c'est pour ça qu'on a distribué des questionnaires, afin d'une part de relever les problèmes qui étaient les plus fondamentaux au niveau de l'organisation, et d'autre part de voir à quel point le constat de ces problèmes était partagé, et avoir vraiment un argument de poids face au conseil facultaire pour dire qu'il faut vraiment sérieusement repenser l'organisation de la faculté, tout comme on le disait depuis un certain nombre d'années.
Et on a été en fait rejoint tant par les assistants que par les membres du corps académique qui, eux aussi, évidemment, sont confrontés à ces problèmes organisationnels. Et donc, dans un large consensus, le conseil facultaire a décidé de créer une commission administrative qui serait en charge de mettre en place une certaine réforme organisationnelle de la faculté et se pencher tout au long de l'année sur les problèmes plus ponctuels qui se poseraient. Cette affaire dénonce d'ailleurs un problème administratif de plus grande ampleur qui ne touche pas simplement la faculté de droit, mais également l'enseignement supérieur en général. Il y a d'ailleurs eu une manifestation récente à ce sujet, dont voici les images. Du blé pour étudier, du fric pour l'enseignement public, et qu'est-ce qu'on veut? Quand est-ce qu'on les veut? Et qu'est-ce qu'on veut? Quand est-ce qu'on les veut? Et qu'est-ce qu'on veut? Nous, les étudiants du PEA, donc les étudiants administrateurs de l'ULB, on manifeste pour un financement public de l'enseignement. Pourquoi? Parce que c'est dans l'intérêt général, c'est dans l'intérêt de tout le monde. L'enseignement, c'est un élément de relance économique. La recherche, c'est nécessaire pour le développement du pays. Et l'esprit critique, c'est important pour avoir une population citoyenne. Aujourd'hui, c'est la première étape d'un grand mouvement national pour un financement public de l'enseignement. Alors ici à l'ULB, qui a déjà passé son examen où il pleuvait dans le Janson? Est-ce qu'il y a déjà des étudiants ici qui ont dû passer un TP avec un assistant pour 60 étudiants? Bon, est-ce qu'il y a des étudiants ici qui connaissent des cours ou des filières entières qui se font supprimer à l'ULB? Est-ce que pour certains, vous avez déjà dû enchaîner 3 examens en 3 jours parce qu'il n'y a pas assez de locaux? Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas assez de formol en médecine pour pouvoir garder les cadavres pour les dissections? Bon ben voilà, tous des problèmes de qualité où on voit qu'ils sont dus à un sous-financement de l'enseignement qui effectivement détériore la qualité, mais aussi qui de plus en plus menace son accessibilité pour un maximum d'étudiants. Et c'est pourquoi nous, les étudiants de l'université de l'ULB, mais également les autorités de l'ULB, on revendique un refinancement public pour l'enseignement. Nous revendiquons ensemble l'ouverture de l'enveloppe fermée et un refinancement public à hauteur de 7% du PIB pour une diminution du coût direct des études et du coût indirect des études, pour des infrastructures de qualité et un enseignement de qualité. Et nous donnons rendez-vous le 26 juin aux 2e années de master pour leur soirée de proclamation le 26 juin à l'Arsenal donc. Et pour terminer cette rubrique, quelques petits conseils pour votre blocus. Il est important de manger sainement, de bien s'oxygéner, mais également de faire des pauses. Et tu sais ce qu'il y a de très important aussi? C'est de faire l'amour, et en plus c'est prouvé scientifiquement. Mais non Léla, le plus important c'est quand même de bien dormir. Il faut dormir au moins 10 heures de... Ah mais genre toi tu dors la veille d'un examen, moi je fais une nuit blanche. Mais non, il faut jamais faire de nuit blanche, il faut toujours bien dormir. Bref, de toute façon il n'y a pas vraiment de bonne solution. La solution c'est de se démerder. Mais elle est où Justine? Nous espérons que vous aurez apprécié ce numéro et plus généralement toute cette saison. Nous en profitons également pour remercier toute l'équipe de bénévoles qui nous aident en coulisses, nos parrains qui nous ont fourni de judicieux conseils tout au long de l'année, ainsi que les instances de l'ULB pour leur soutien financier. Et plus que tout, nous vous remercions vous pour votre fidélité, ce qui nous a permis d'enchaîner les numéros de ce premier journal filmé de la faculté de droit. Nous vous disons à l'année prochaine où nous espérons vous trouver tout aussi nombreux et nous vous souhaitons une bonne section d'examen. Au revoir. Toutefois, les étudiants sont venus en masse. Le gouvernement a décidé de... Je me trompe avec ma salive et à chaque fois que je prenais, il a abandonné l'enfant. C'est pas ça du tout. S'oxygéner bien évidemment, faire des pauses aussi, c'est important. Et... Il faut absolument... Oui, non, c'est absolument que tu fasses ça. Mais je t'interromps, on est d'accord. Ouais, ok. Je sais, l'arrive près de moi, genre. C'est bon la petite massage. Il faut absolument faire l'amour. Mais bien vite avant que je me tape un gros pied de soir. Non, et pendant le truc, tu viens, tu m'agresses. Et puis je dis, j'espère que tu vas rester 19 ans en prison. Il n'y a pas moyen, il faut que je dorme maximum 3 heures, sinon après, laisse tomber quoi. Mais ça va pas aller, dis ça va pas. Je dis ça va pas. Oh.
Ça fait rien de pousser, hein. Ouais, je suis en plein tournage là, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais non, c'est vrai, je te jure, je suis en plein tournage. Ça va mon rushing, Ryan? Justement, qu'en est-il actuellement à Bruxelles? Postulé, je sais pas si ça se voit. Et la Nespresso Room est désormais ouverte. But this song is a real song.